Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire proposé par la Maison Bleue en partenariat avec l'Open que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui. Nous allons donc aujourd'hui aborder une question à la veille des vacances qui, je pense, concerne tous les parents de jeunes enfants mais aussi d'enfants plus âgés, à savoir comment bien gérer les écrans pendant les temps de vacances. Et j'ai la chance d'être en compagnie de Candice qui a piloté ce projet à la Maison Bleue. Peut-être peux-tu nous rappeler un petit peu les objectifs et ce qui a poussé la Maison Bleue à travailler avec l'Open sur ces questions? Eh bien oui, alors tout d'abord, on travaille avec Thomas depuis 2018. Donc Thomas intervient au sein de nos formations à la Maison Bleue. C'est un sujet qui nous touche parce qu'on est tous très sensibles à la cause, parce qu'on rencontre, et vous avez dans vos crèches des parents et que vous accompagnez sur la parentalité et qui ont forcément des questionnements par rapport aux écrans et à leurs enfants, surtout quand il y a des fratries. Donc du coup, on s'était dit que pour aller au-delà des formations que l'on donne déjà grâce au catalogue de formation de la Maison Bleue, on voulait proposer des webinaires qui soient mensuels, qui durent très peu de temps, mais qui aillent droit au but pour aller parler d'un sujet en particulier. Comme pour aujourd'hui, c'est les grandes vacances et les écrans. Voilà, ça, ce sont des webinaires qui sont donc accessibles à tous nos collaborateurs et aussi aux parents des familles que l'on accueille, pardon, les parents des enfants que l'on accueille. Et ça nous tenait à cœur et donc on va le faire cette année. On continuera l'année prochaine pour déployer au maximum ces sujets de prévention auprès des enfants. Voilà. Super. Eh ben, on te dit à bientôt et on te remercie. Bon webinaire. Merci. Donc, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième webinaire. Comme je le disais il y a quelques instants, nous allons essayer d'aborder ce sujet un petit peu parfois crispant, délicat, on va dire, de l'utilisation des écrans pendant les temps de vacances. Et donc, je vais vous parler un petit peu. On a un petit peu réfléchi à des scènes et des situations que vraisemblablement vous avez toutes et tous vécues. L'idée étant également de vous laisser un petit peu de temps en fin de webinaire pour que vous nous partagiez vos questions au regard des sujets qui auront été abordés. Alors pour démarrer, je voulais évidemment peut-être remettre les choses dans leur contexte et rappeler un petit peu ce qu'on observe et ce qui se passe pendant les vacances et vous parler de quelques chiffres. Il s'avère, et ça fait plusieurs années que notamment les professionnels du tourisme l'évoquent, que l'on constate aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle une étude qui a été faite par High Speed Internet et qui montrait qu'aujourd'hui, aux grandes dames de pas mal de parents, mais là ça montre bien les contradictions que nous vivons toutes et tous, on est quand même à 81% des personnes qui partent en vacances, qui choisissent leur lieu de villégiature en fonction de la capacité à avoir une connexion Internet. Donc 81%, ça montre que c'est devenu l'un des premiers critères désormais dans le choix des lieux de vacances que nous faisons toutes et tous, et ça démontre quand même, il me semble, une volonté de pouvoir se connecter et des difficultés à se déconnecter pendant ces temps de vacances. Après ça, si l'on s'attache à regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe pendant les vacances au sein des familles, nous publions régulièrement avec l'Open une étude avec l'Ipsos. Cette étude montre un petit peu ce qui se passe dans les familles, que ce soit en période scolaire, mais aussi pendant les temps de vacances. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate du côté des enfants, alors bien sûr, avec la Maison Bleue, on a décidé de s'adresser prioritairement aux parents de très jeunes enfants et aux professionnels qui les accompagnent, mais évidemment, il y a rarement qu'un seul enfant dans les familles, et vous allez voir, je pense, vous allez vous retrouver dans les situations que je vais évoquer. On observe notamment que chez les petits, les 7-10 ans, on est à 1h08 de connexion uniquement sur le smartphone en temps de vacances. Ce temps explose chez les jeunes adolescents, chez les préadolescents, puisqu'ils passent à 3 heures, un peu plus de 3 heures par jour, connectés uniquement sur le smartphone. Et pour les plus âgés, les grands frères, les grandes sœurs, les adolescents, les 15-17, là, on atteint quasiment 5 heures de connexion quotidienne sur un smartphone. Ça, c'est uniquement pour le smartphone. Si on rajoute aussi un écran qui part souvent en vacances avec les familles, la console de jeux vidéo, on observe
Que chez les 7-10, ça concerne 2 heures de temps passé par jour sur la console de jeu, un peu plus de 2 heures. Chez les 11-14, on passe à 2h11 et chez les 15-17 ans, à un petit peu plus de 2 heures. Donc vous voyez que ces écrans, on peut désormais clairement considérer qu'ils s'invitent en vacances et nous accompagnent sur nos lieux de villégiature, d'où ce webinaire et ce qu'on va essayer d'évoquer maintenant. Alors bien sûr, quand on parle de temps de vacances, la première situation à laquelle nous sommes toutes et tous confrontés, c'est eh bien les temps de trajet. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette année, avec les Jeux Olympiques, les temps de trajet risquent d'être un petit peu rallongés partout en France. Et donc, depuis de nombreuses années, on observe déjà que fleurissent, que ce soit dans tous les transports que nous utilisons, le train, l'avion, mais aussi bien sûr la voiture qui est désormais, comme vous le savez, équipée de 2 écrans situés à l'arrière des appuis-têtes des parents. On observe ces écrans qui fleurissent un peu partout et le premier point de réflexion que je voulais aborder avec vous, c'était tout simplement de se dire, est-ce que ces temps d'écran sont bien nécessaires ? Surtout que les trajets sont souvent très longs et qu'une fois qu'on a mis son enfant devant un écran, on ne se rend pas compte du temps qu'il y passe. Et mis à part les pauses qui sont faites sur les temps de trajet, on voit bien que parfois des enfants passent en voiture beaucoup de temps devant les écrans, avec également une situation qui nous questionne et qu'on observe le plus souvent, c'est que quand les enfants sont petits, plutôt que de permettre des interactions au sein de la voiture, par exemple, on voit des enfants qui ont chacun leur propre écran et qui sont chacun avec un casque, ce qui est loin de permettre les échanges également au sein de la fratrie, et ce qui est quand même fortement regrettable. Donc peut-être, si on fait un arrêt sur image sur ce genre de situation qu'on a toutes et tous déjà vécu, se poser la question de la nécessité de ces temps d'écran en rappelant que bien sûr, c'est évidemment très long, les temps de trajet, et qu'on comprend l'envie de pouvoir occuper facilement les enfants avec ce côté fascinant qui les hypnotise et qui les rend très silencieux. Donc c'est très pratique pour nous en tant qu'adultes. Mais si on raisonne dans l'intérêt des enfants, la question à se poser, c'est est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux privilégier des temps d'interaction dont on sait très bien qu'ils sont très nécessaires et bénéfiques au développement des jeunes enfants. Ça a été évoqué en longueur lors du premier webinaire par Grégoire Borst. Et donc, peut-être essayer de se remémorer, puisque ces écrans nomades n'étaient pas toujours présents dans nos vies quand nous étions nous-mêmes plus jeunes, se remémorer comment faisaient nos parents, tout simplement, pendant ces temps de trajet, afin d'éviter que les écrans viennent briser ces temps d'interaction ô combien essentiels. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que les écrans sont forcément mauvais pour les enfants, mais à partir du moment, et surtout avant 3 ans, quand ils sont tout petits, on sait très bien que ces temps d'écran peuvent venir altérer des moments très importants pour eux dans leur phase de développement, et notamment dans les interactions qu'ils peuvent avoir avec nous, adultes. Et donc, je pense que sans vous faire culpabiliser, l'idée, ça serait plutôt d'essayer de trouver une solution alternative dans un premier temps. Et ça, évidemment, ça nécessite un petit peu d'anticipation, de prévoir des petits jeux, d'en parler ensemble avant, de pourquoi pas penser à se créer une playlist avec des petites comptines, plutôt que chacun soit en train d'écouter son Spotify personnel sans que même les parents à l'avant du véhicule ne communiquent ensemble. Et peut-être essayer d'anticiper ces moments dont on sait qu'ils vont arriver, qu'ils sont souvent très pénibles, en essayant de trouver un juste milieu et évidemment en privilégiant au maximum les interactions avec les enfants lorsqu'ils sont tout petits pour éviter justement que nos enfants se retrouvent dans une bulle. La deuxième phase que l'on connaît toutes et tous lorsque l'on se rend en vacances, c'est qu'en général, les vacances, surtout après le temps un peu chaotique qu'on a toutes et tous vécu ces derniers mois, on a hâte de pouvoir se reposer et faire évidemment des grasses matinées le matin. Et bien sûr, quand le petit dernier se réveille un petit peu plus tôt ou réveille l'ensemble de la famille trop tôt, on a parfois tenté de faire revenir au sein de la famille notre meilleur ami du matin habituel, à savoir l'âne Trotro ou Peppa Pig, pour pouvoir justement continuer et poursuivre cette grasse matinée.
Bien sûr, on peut tout à fait comprendre cette situation. On est des adultes, on a besoin de se reposer, mais la question à se poser, c'est une fois encore, est-ce que c'est bénéfique pour l'enfant ? Là, je ferai encore une fois un distinguo entre les enfants de moins de 3 ans, dont on sait très bien qu'il vaut mieux éviter les temps d'écran, et les plus âgés. Concernant les jeunes enfants, bien sûr, on va éviter ce moment d'écran dès le matin pour les raisons sanitaires qui ont été évoquées lors du précédent webinaire. Mais bien sûr, chaque règle a son exception et vous connaissez un petit peu l'ADN de l'Open. L'idée, c'est pas de faire culpabiliser les parents. Mais à minima, si jamais vous cédez à la tentation d'essayer de bien contextualiser ce temps d'écran, de faire en sorte que le contenu qui soit proposé à votre enfant corresponde effectivement à son âge, et ne pas céder à la rapidité en déléguant au grand frère ou à la grande sœur un dessin animé trouvé sur une plateforme vidéo vite fait et qui ne correspondrait pas à l'âge de votre enfant. Et puis, on va essayer aussi, me semble-t-il, par la suite de contrôler le temps passé et de pouvoir surtout faire en sorte que ça ne vienne pas en substitution toujours avec ces moments d'interaction dont on sait qu'ils sont extrêmement importants et bénéfiques pour les enfants. Alors, on peut trouver aussi peut-être des alternatives, on peut essayer d'être créatif. Pourquoi pas, là encore, préparer une petite playlist sur son Spotify ou sur son Deezer avec des comptines et des petites chansons pour permettre de se réveiller tranquillement et en douceur et trouver, on va dire, un temps occupationnel qui nous permettra de poursuivre un petit peu notre grasse matinée. Mais là encore, c'est des situations que l'on voit trop souvent et qui sont potentiellement, on le sait, pas forcément optimales pour les enfants. Et ce sont comme souvent des temps qui s'anticipent. Et si on prévoit et on sait un petit peu en fonction de l'heure à laquelle on se couche qu'on aura besoin plus ou moins de dormir, il faut peut-être anticiper ce moment du réveil de l'enfant pour lui permettre tout simplement d'avoir des occupations et qu'il puisse s'occuper un petit peu lui-même avant que l'on sorte du lit. Évidemment, également, pour les plus âgés, cette fois, je parle des grands frères et des grandes sœurs. S'ils ne sont pas adolescents, ils sont encore petits. Évidemment, si des temps d'écran sont proposés au grand frère ou à la grande sœur, on est souvent tenté de les laisser ensemble. Comme ça, le grand frère et la grande sœur surveillent le petit dernier ou la petite dernière. Là, l'idée, c'est évidemment d'être très vigilant sur les contenus et aussi de s'assurer par la suite, une fois que toute cette petite famille a bénéficié de son petit temps d'écran, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ont vu et de s'assurer qu'ils ne sont pas tombés sur des contenus qui n'étaient pas faits pour eux. Ça permet souvent de aussi vous rendre compte de la manière dont les contenus ont été vécus par les enfants, de pouvoir mettre une sorte de jauge sur, on va dire, le côté émotif de votre enfant, qui bien sûr est différent de celui de son grand frère ou de sa grande sœur, et de pouvoir aussi tout simplement par la suite rectifier le tir si cela est nécessaire. On a parlé donc des temps de trajet, on a parlé également de cette fameuse grasse matinée que l'on attend toutes et tous impatiemment. Je vous propose qu'on bascule dans un autre moment souvent apprécié pendant les vacances et qui est une situation de vie que je vous souhaite en tout cas, qui est pourquoi pas la petite sortie au restaurant en famille. Et lors de ces sorties au restaurant en famille, et il n'y a pas que pendant les temps de vacances d'ailleurs, depuis de nombreuses années déjà, on voit fleurir sur les tables des restaurants des écrans, smartphones, tablettes, voire consoles de jeux vidéo qui nous permettent, surtout en temps de vacances, de prendre un petit apéro tranquille entre adultes, de pouvoir échanger et d'occuper donc l'enfant pendant que les adultes se réservent un petit peu leur moment à eux. Bien sûr, c'est évidemment quelque chose que nous, on trouve pour le moins surprenant et un petit peu contradictoire, parce que quand on y réfléchit bien, quand on propose un temps de partage, d'échange, un temps familial
pendant ces phases de restaurant, les enfants sont souvent très excités. Ils vivent ce moment comme étant un moment de fête et potentiellement d'échange avec leurs parents. Et on se retrouve dans cette situation contradictoire au sein de laquelle eh bien, les échanges sont malheureusement trop peu présents, y compris parfois d'ailleurs, on constate de plus en plus, entre adultes, puisque chacun prend son smartphone et s'assure que grand-mamie a bien reçu les dernières photos, les dernières vidéos envoyées dans le WhatsApp familial. Et tout ça fait que ce moment ô combien important en France de convivialité que représente le repas et donc la sortie au restaurant se transforme en des petites bulles où chacun est enfermé à l'intérieur et où personne ne communique avec personne. Et là encore, je vous invite à pas mal de vigilance parce que selon qu'on observe le plus souvent, c'est tout simplement des enfants qui très rapidement vont en avoir assez. Tout simplement parce qu'on leur propose souvent aussi des dessins animés qu'on a attrapés vite fait et sur lesquels on n'a par exemple pas anticipé la qualité et donc l'image est toute floue parce qu'on a un mauvais réseau, donc on attrape un petit dessin animé vite fait sur YouTube et puis on le balance comme ça en appuyant le smartphone sur la bouteille d'eau qui se trouve sur la table. Si on faisait ça à tous les adultes, je vous demande un petit peu de faire preuve d'empathie. Si on vous demandait de rester assis sur un temps qui est défini comme étant un temps de convivialité à la base, en train de regarder sur un écran tout petit, souvent de piètre qualité, parce qu'on sait tous que les écrans, notamment de smartphones ou tablettes, sont plutôt fragiles et que la plupart des écrans sont fissurés, donc ils ont une mauvaise image, ils n'ont pas forcément une bonne qualité de réseau avec le contenu qui est diffusé, qui est très flou. Et là-dessus vient se rajouter le fait que comme nous sommes des personnes plutôt courtoises et bien élevées, on ne leur met pas le son. Et donc je vous demande juste de faire preuve d'empathie quelques instants et de vous demander ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant à qui on a vendu cette sortie. Et qui va se retrouver à regarder un contenu de qualité vraiment médiocre sur un écran parfois fissuré et sans le son. Je pense que si on nous imposait ça nous-mêmes en tant qu'adultes, on ne le supporterait pas plus de 2 secondes. Et donc voilà, c'est comment aujourd'hui on arrive à trouver ce juste équilibre entre des moments de convivialité, et les vacances sont vraiment propices à ça, par rapport à ces temps où on se retrouve individuellement, surtout depuis que les écrans sont nomades, cachés derrière notre écran et où personne ne communique avec tout le monde. Et là encore, les solutions, elles sont pourtant assez faciles, mais elles nécessitent un tout petit peu d'anticipation. Ça peut être tout simplement de prévoir des petits objets pour les bébés pour qu'ils puissent jouer avec, donc de prendre un petit sac en prenant les petits jouets qu'ils affectionnent ou des petits livres qu'ils pourront feuilleter pendant qu'ils sont assis à table à côté de nous. Ça peut être également pour les plus âgés, prévoir des petits crayons de couleur. On a souvent au restaurant des tables en papier, donc pourquoi pas leur lancer un défi de recolorier l'intégralité de la table ou de faire preuve de leur créativité, en tout cas sur la table, sur la nappe en papier. Mais ça peut aussi être prendre des petits jeux, des petits personnages, des petits Playmobil, des petits Lego, pour les plus âgés bien sûr, pour tout simplement les inciter à jouer à côté de nous. En général, ça se passe plutôt très bien et on se rend compte que les enfants, tout en jouant, peuvent aussi écouter et être associés aux discussions qui se passent au sein de la famille. Ça les continue de les maintenir en éveil, ça développe leur créativité. Et vous voyez qu'en anticipant un tout petit peu, on peut quand même facilement trouver des solutions alternatives et maintenir ce moment d'échange ô combien essentiel dans ce temps un petit peu sacralisé qu'est le moment du repas, surtout quand il s'agit d'une sortie au restaurant. Et puis peut-être également parler d'une autre situation que l'on observe là, une fois encore, très souvent, notamment quand on part avec des enfants en bas âge, qui est que souvent sur la plage, à la montagne, ou quel que soit l'endroit où on s'en va, on voit beaucoup et de plus en plus de parents dont on a l'impression qu'ils se sont transformés pendant ces moments de vacances en journalistes reporters d'images.
et qui vont essayer, plutôt que de vivre l'instant présent avec leur enfant, qui vont passer leur temps à mettre cette fameuse lentille de smartphone entre eux et leur enfant, au point qu'on se demande parfois si certains enfants arrivent à voir quelques secondes la couleur des yeux de leurs parents pendant toute la durée des vacances. Tout ça pour immortaliser des moments et alimenter une fois encore le WhatsApp familial et faire plaisir à grand-mamie qui n'est pas partie en vacances. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire. C'est évidemment des moments extrêmement importants. Ça fait partie des souvenirs et on est très content une fois qu'on est rentré de vacances de pouvoir repartager tous ces bons moments ensemble. Mais il est vrai que parfois, on observe des comportements un petit peu radicaux là-dessus et où chaque minute doit être consignée, vidéo, photo. On refait les pauses 15 fois, 20 fois, alors que l'enfant n'a qu'une seule envie, c'est de sauter avec nous dans la piscine ou d'aller nager dans la mer ou de faire un joli château de sable. Et on se demande une fois encore où est la place dans cet échange et dans cette interaction avec cet écran qui vient faire écran entre nous adultes, entre nous parents et notre enfant. Et là, une fois encore, je pense que la difficulté, c'est un phénomène de mode et c'est quelque chose qui est très présent, très ancré maintenant depuis de nombreuses années dans les familles. Et l'idée, c'est comment trouver ce juste milieu entre, oui, on capture des moments pour pouvoir en discuter tous ensemble et se créer des souvenirs communs, mais aussi on privilégie avant tout le moment et le temps présent. On voit même parfois deux parents qui sont en train de filmer en même temps et donc les interactions sont plus possibles. Donc moi je vous conseille vraiment d'essayer de trouver le juste milieu, de vous dire que bah oui, ok, grand-mamie elle a peut-être pas pu partir en vacances cette année, mais après tout si elle n'a pas tous les moments et toutes les vidéos et toutes les photos de tout ce que vos enfants auront vécu pendant les vacances, eh bien, ce n'est pas très grave. Ça peut aussi se raconter, ça peut aussi faire l'objet de discussions et d'interactions par la suite lors du retour des vacances. Et puis le deuxième point de vigilance que je voulais évoquer avec vous, c'était le fait que souvent, et malheureusement de plus en plus fréquemment, ces photos et ces vidéos sont aussi pas uniquement réservées à la famille, mais se retrouvent publiées sur les réseaux sociaux. Je vais juste vous partager un petit chiffre puisque c'est quelque chose sur lequel l'Open a un petit peu travaillé et réfléchi. On estime, selon une enquête que nous avons faite avec un institut de sondage en début d'année 2023, on estime que plus d'un parent sur deux en France publie régulièrement du contenu sur leurs enfants sur les réseaux. Et parmi ces parents, on estime que 75% des enfants qui avaient été exposés avaient moins de 5 ans. Et également 21% des enfants dès leur naissance. Ce qui prouve bien que un petit peu cette fièvre qui nous envahit toutes et tous dans notre volonté de vouloir immortaliser tous les moments de vie de nos enfants, mais aussi de les partager avec la terre entière, est quelque chose qui prend de l'ampleur et qui nous préoccupe dans la mesure, et là j'attire vraiment l'attention des jeunes parents, mais aussi des professionnels qui nous écoutent, dans la mesure où on sait que de toute façon, nos enfants en grandissant seront nécessairement sur les réseaux, on peut se demander, et c'est toute la question notamment des psychologues avec lesquels on travaille, on peut se demander l'impact que pourront avoir ces images dont on sait bien qu'elles ne seront par définition jamais effaçables parce que rien ne disparaît sur la toile. On nous fait toujours des belles promesses juridiques avec ce droit à l'oubli, ce droit à l'effacement, mais on voit bien que dans les faits, c'est très difficilement applicable. Et aujourd'hui, on voit pas mal d'adolescents qui commencent à se plaindre de toutes ces photos qui ressurgissent d'eux lorsqu'ils étaient petits et qui viennent souvent les mettre à mal dans leurs relations sociales par le biais de ces réseaux sociaux qui sont désormais extrêmement importants pour les plus âgés, pour se construire et se créer un espace de socialisation à part entière et qui peut parfois vraiment les mettre en difficulté, voire déclencher des situations un petit peu violentes de réaction, de moquerie. C'est vrai que quand on a 15 ans, voir ressurgir des photos que papa et maman avaient prises lorsqu'on était tout bébé sur par exemple pot de chambre ou dans des situations qui ont fait rire toute la famille, c'est quelque chose qui peut, on l'estime, porter préjudice et aujourd'hui on voit même
on commence à voir apparaître quelques situations en Europe où des adolescents se mettent à porter plainte contre leurs parents. Et je pense que c'est quand même quelque chose qu'il est nécessaire d'éviter. C'est quand même une situation un peu détestable pour ma part, je trouve. Et je vous invite donc à bien conserver ces photos et ces vidéos pour vous, pour la famille, et à éviter de les diffuser sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que ces contenus nous échappent. Et puis, peut-être vous donner un chiffre qui là fait un peu froid dans le dos. On estime qu'aujourd'hui, 50% des photos à caractère pédopornographique que s'échangent donc ces prédateurs sexuels sur le web, plus de 50% des photos ont été créées par les parents eux-mêmes. Et donc, on ne se rend absolument pas compte qu'à partir du moment où on publie sur la toile, les photos peuvent potentiellement nous échapper et qu'elles peuvent arriver entre des mains, on va dire, peu fréquentables. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire au niveau des situations. Et s'il y avait peut-être un conseil, et vous allez voir toute la nuance qui nous caractérise pour ces temps d'écran connectés pendant les vacances. L'idée, c'est évidemment pas de se dire qu'il faut supprimer les écrans. Rappelez-vous bien qu'avant 3 ans, de toute façon, c'est fortement déconseillé. Anticiper ces moments qui vont nécessairement se produire et des moments qui sont destinés plutôt à la convivialité pour vous organiser, que ce soit sur les temps de trajet, les restaurants, les grasses matinées, etc., pour vous organiser et prévoir peut-être des alternatives, des jeux, ou si ça vous est impossible, peut-être imaginer des temps d'écran sans l'image quand les enfants sont tout petits, playlist Spotify, petite comptine, petits livres musicaux, etc., boîte à histoire, par exemple. Et puis, dans le cas où ces temps d'écran vous semblent aussi importants, et ça peut être aussi un excellent moment de convivialité, privilégiez plutôt des temps d'écran, surtout lorsque les enfants ont plus de 3 ans, des temps d'écran qui soient partagés. Oui, c'est vrai, quand on a un enfant de 5-6 ans, ça peut être sympa de s'asseoir avec lui et de regarder pour la énième fois la 53e rediffusion de La Grande Vadrouille ou de tous ces films qui sont souvent rediffusés pendant l'été. On est dans une logique d'échange, de transmission, des films qui font rire et c'est des bons moments passés en famille. Donc ça, bien sûr, c'est tout à fait possible et souhaitable même, je dirais, parce qu'on est vraiment dans un moment d'interaction. Mais évitez au maximum que vos enfants se retrouvent dans une bulle isolée pendant trop longtemps sur ces écrans. Évitez l'écran babysitter, bien sûr, pendant ces temps de vacances qui sont avant tout, me semble-t-il, privilégiés pour, après une bonne année de travail, renouer avec des temps d'interaction et des temps de partage intrafamiliaux qui sont souvent bien plus bénéfiques pour nos enfants. Donc voilà ce que je voulais vous dire puisque je vois que nous arrivons presque au terme de ce petit temps d'échange que nous avions prévu. L'idée c'est qu'on respecte aussi les délais. Je voulais peut-être vous proposer qu'on prenne quelques questions si vous en avez par rapport à ce qui vient d'être dit. Vous avez accès au chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Je regarde si elles arrivent. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'était clair ? Bonjour, est-ce que je peux poser ma question directement par voie orale ? Bien sûr, allez-y. Bonjour, moi je suis directrice adjointe d'une crèche à Paris et merci beaucoup pour votre intervention que je trouve vraiment très intéressante. J'ai plusieurs cas d'enfants dans ma crèche qui ont vraiment de grosses addictions aux écrans de façon générale, avec des parents qui ont beaucoup de mal à s'en sortir et qui sont rentrés dans un cercle vicieux très, très néfaste pour leurs enfants. Et c'est vrai que nous, jusqu'à présent, on préconisait en fait un sevrage total, immédiat des écrans et sans négociation possible. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est vrai qu'eux, du coup, ils sont démunis face à des crises de colère publiques qui n'en terminent pas. Il y a une maman qui nous disait, par exemple, ils sont allés en voyage en Afrique du Nord, au Maroc, je crois, et pendant les 2 heures de vol, leur enfant n'a fait que hurler parce qu'il n'y avait qu'un seul dessin animé téléchargé sur le téléphone de maman, et que ça a été des crises de nerfs, à n'en plus finir. Et c'est vrai que, qu'est-ce que vous préconisez en tant que professionnel dans ce milieu-là ?
Écoutez, en effet, je pense que la situation que vous venez de décrire, merci pour votre question. Tout d'abord, je pense que ce que vous venez de décrire, c'est quelque chose qu'on observe très souvent. Et alors, bon, vous avez employé un mot, mais je comprends que vous l'utilisiez, nous on essaie d'éviter parce que c'est important de repréciser que l'addiction aux écrans n'est quelque chose qui n'est absolument pas démontré scientifiquement. Pour autant, on voit en effet que de nombreux enfants, y compris très jeunes, qui sont souvent surexposés, hein, et quand je dis surexposés, il y a un côté un petit peu, bien sûr, injonctif qui vient des adultes, que je sous-entends par là, ils ne l'ont pas choisi, ont des difficultés quand ils ont pris cette habitude à faire autrement. Donc là, je comprends tout à fait votre posture en tant que professionnel qui consiste à dire il faut lancer un sevrage, mais peut-être que justement, il faut peut-être mettre en place des périodes un petit peu de transition pour éviter ces moments de colère, ces crises. C'est un peu comme un enfant qui a pris l'habitude de manger un paquet de Haribo à la fin de chaque repas. Si on arrête ce rituel, puisque là on peut clairement parler d'une forme de rituel qui est rentré dans l'habitude de vie de l'enfant et qui peut expliquer tout simplement ses réactions, mais souvent quand les enfants sont tout petits, plus que de la colère, et c'est là où parfois les parents se trompent en termes d'interprétation, me semble-t-il, c'est juste un moment d'inquiétude. C'est-à-dire que les enfants à cet âge-là, vous le savez aussi bien que moi, ont besoin de sécurité, et cet espace, ce rituel de temps de connexion est devenu quelque chose d'assez sécurisant pour l'enfant, et le fait qu'on lui retire sans souvent lui avoir expliqué, ou de manière parfois un petit peu brutale, peut expliquer ces moments un petit peu difficiles et douloureux à vivre pour les familles avec ces colères qui arrivent. Donc moi, je vous conseillerais de garder évidemment, parce que là, vous êtes dans la droite lignée de tous les conseils qui sont donnés. On évite les écrans au maximum avant 3 ans. Pour autant, c'est comment trouver le juste milieu par rapport à des situations de vie et des familles qui sont par essence même toutes différentes les unes des autres. Mais peut-être privilégier des temps de transition et peut-être proposer, moi ce que je propose souvent aux parents, c'est de recréer un rituel en fait. C'est-à-dire que il faut absolument recréer progressivement un nouveau rituel dans la vie de l'enfant, un nouvel ancrage avec lequel il va pouvoir se sentir à l'aise, qui peut être avec d'ailleurs sans écran, mais qui peut aussi être avec un écran à la condition qu'on enlève les images. Et c'est pour ça que j'aime bien donner toujours ce petit conseil, parce que la plupart des adultes ont leur smartphone sur eux et sont tous abonnés, ou s'ils ne le sont pas, ils peuvent le faire très facilement, même sans payer, à des plateformes de streaming audio. Et pourquoi pas aujourd'hui l'offre de podcasts, de comptines, de chansons pour enfants explose sur ces plateformes. L'offre ne cesse de s'étoffer. Donc je pense que c'est clairement des bonnes alternatives. Mais c'est évidemment une nouvelle habitude à prendre et un ancrage à mettre en place. Mais c'est vrai que j'aime bien, moi, après tout, au milieu de tout ça, c'est l'enfant qui est victime. Et là, de par sa manifestation et sa réaction, on sent bien qu'il vit mal la situation. Donc, je dirais il faut éviter d'accroître le côté un peu traumatique de la situation et plutôt essayer de trouver quelque chose de plus transitionnel en expliquant à ses parents qu'il est nécessaire de créer un nouveau rituel en douceur, de manière en transition, et qui peut inclure l'utilisation d'objets numériques, mais évidemment sans les images, ce qui peut parfois rassurer les parents sur leur capacité à mettre en œuvre ce type de solution. Et puis après, plus l'enfant grandit, plus il est capable aussi de manifester ses centres d'intérêt, ce dont il a envie. Mais c'est vrai que je privilégierais cette petite étape intermédiaire par rapport au côté un peu couperet, on arrête tout immédiatement, qui est parfois vécu en plus de manière un peu complexe pour les parents et qui peuvent être tentés de se dire après tout, je préfère qu'il regarde un écran plutôt qu'il pleure pendant 2 heures. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que nous avons d'autres Nous avons Candice qui nous dit bonjour, pouvez-vous rappeler les effets néfastes des écrans sur les enfants de moins de 3 ans, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui n'ont pas eu la possibilité de voir le webinaire précédent.
Alors rapidement, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Les choses que l'on sait, comme nous l'a très bien expliqué Grégoire Borst la semaine dernière, enfin il y a quelques semaines, pardon. On sait que les écrans peuvent avoir potentiellement un effet plutôt néfaste sur le sommeil des enfants. Et on sait que du sommeil découle tout un tas de choses au niveau du bien-être et du développement physique, mais aussi psychique de l'enfant. Donc il vaut mieux éviter les écrans, en tout cas avant les temps de sommeil, ça très clairement. Après, ce que l'on sait aussi d'un point de vue plutôt corrélatoire sur des études qui reposaient essentiellement sur la télévision, c'est qu'on voit de plus en plus apparaître des liens évidents entre surconsommation d'écran et potentiellement des risques d'obésité, y compris chez les enfants plutôt jeunes, chez les adultes bien sûr, mais également chez les enfants plutôt jeunes. Et puis aujourd'hui, il y a des effets qui restent en étude. Par exemple, l'impact sur la vue. On voit les ophtalmos qui tirent la sonnette d'alarme depuis de nombreuses années autour de l'explosion de myopie qu'ils qualifient eux-mêmes de comportementale, qui a plutôt tendance à toucher des enfants de plus en plus jeunes. Mais ça, pour l'instant, il n'y a pas de lien de causalité et de démonstration scientifique qui soit suffisamment précise pour qu'on puisse en être certain. L'impact sur le langage, je rappelle juste que pour l'instant, il n'est pas démontré scientifiquement. Il y a des études qui montrent que les écrans peuvent avoir un impact négatif sur le développement langagier de l'enfant, mais il y a aussi des études qui montrent, notamment chez des enfants qui ont des troubles type troubles du spectre autistique, pour lesquels l'utilisation d'écran peut avoir un effet positif. Donc là-dessus, les choses sont plutôt nuancées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, ça veut dire que pour l'instant, on ne sait pas. Et donc, souvent, le principe de précaution, me semble-t-il, s'impose. Et ce qu'il faut bien comprendre, en tout cas, dans ce qui se joue pour le développement des jeunes enfants, une fois encore, et c'est ce qu'on explique plus en profondeur lors des formations que nous faisons avec tous les professionnels de la Maison Bleue régulièrement, c'est que tout simplement, l'écran souvent est très souvent mal utilisé par les adultes. Et donc, lorsque l'écran vient faire écran avec les interactions qui sont nécessaires au développement de l'enfant, le cerveau, dans la manière dont il se développe à cet âge-là, va en déduire que si la fonction langagière n'est peu ou pas suffisamment sollicitée, c'est que donc l'enfant n'en a pas besoin et va procéder à ce qu'on appelle un élagage synaptique. Et l'enfant va présenter des troubles du langage. Mais on constaterait la même chose, exactement la même chose, si on mettait l'enfant dans un placard. Vous voyez bien que donc c'est pas forcément l'outil en tant que tel qui est à mettre en cause pour l'instant, en tout cas ce que montrent les études, mais bel et bien la manière dont il est utilisé. Et souvent, c'est des familles dont on s'aperçoit que les interactions sont parfois plus complexes qu'ailleurs ou plus rares, et ce qui peut expliquer l'apparition de certains troubles qui alertent les orthophonistes ou même les enseignants quand les enfants commencent à aller à l'école, ou même les professionnels que vous êtes, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Est-ce que il y a d'autres questions? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Merci pour vos messages de remerciements. Thomas, peut-être qu'on peut rappeler que le replay donc, du précédent webinaire est bien sur notre page YouTube La Maison Bleue, ainsi que sur le site de l'Open. Donc, vous pouvez le consulter directement. Voilà, je mets, puisque tu le fais, je mets les liens. Vous avez donc à l'image normalement l'endroit où retrouver les replays du précédent webinaire et celui-ci que vous retrouverez prochainement sur la chaîne YouTube de la Maison Bleue, et également sur le site internet de l'Open en libre accès bien sûr, et que vous pouvez regarder et partager. Voilà, je crois qu'on arrive un petit peu au terme de cet échange qu'on a souhaité volontairement très court parce qu'on sait que c'est sur votre temps de pause déjeuner, et on vous remercie de votre présence. Et je vous propose peut-être que, sauf s'il y avait une dernière question, mais je n'en vois pas arriver, je vous propose que l'on se dise à une prochaine fois. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été. Profitez bien, reposez-vous bien. Et n'oubliez pas... Et retrouvez le webinaire sur YouTube et un petit livrable en PDF que nous vous mettrons aussi pour vous donner des petites clés pour cet été.
Voilà, et n'oubliez pas, l'essentiel, c'est que l'on reste connectés plutôt les uns aux autres. Bel été à tous.